Les couilles sur la table, épisode 18. Il y a des hommes qui violent des femmes. C'est extrêmement banal. Selon la dernière enquête Ipsos parue en février 2018, 12% des femmes en France ont été violées. Or, on sait que 94% des auteurs d'agressions sexuelles sur des femmes sont des hommes. Si on est entouré de femmes qui ont été violées, on est donc aussi logiquement entouré d'hommes qui ont violé. Pendant une demi-heure, je vous propose donc de réfléchir à ce qu'est le viol, à ses liens avec la masculinité, de réfléchir à qui sont les violeurs. Je vous propose de discuter de sexualité, de pouvoir, de domination, et puis à la fin de tenter d'esquisser des futurs un peu plus respirables, avec mon invitée Noémie Renard. Bonjour Noémie Renard. Bonjour. Vous êtes ingénieure en biologie, et vous avez mis votre esprit scientifique et votre force de travail au service d'une œuvre remarquable. C'est un site internet sur lequel vous travaillez depuis 2011, antisexisme.net. C'est l'un des sites les plus complets, les plus riches, les plus intéressants, les plus originaux, me semble-t-il, en termes de ressources féministes. Vous venez également de publier « En finir avec la culture du viol » aux éditions Les Petits Matins. C'est un excellent ouvrage de synthèse sur le viol dans lequel on apprend plein de choses. Pour commencer, je vous propose de prendre quelques minutes pour cadrer notre sujet, définir ce dont on va parler. Qu'est-ce qu'un viol au sens du code pénal français ? Est-ce que vous pouvez faire ce petit rappel, s'il vous plaît ? Alors un viol, selon la loi, c'est toute pénétration sexuelle commise avec violence, menace, surprise ou contrainte. Donc dans pénétration sexuelle, on inclut pénétration vaginale, anale ou par fellation. Et ça peut être aussi des pénétrations avec des objets ou des doigts. Et donc aussi violence, donc on pense à la violence physique, menace, ça peut être menace de violence physique, ça peut être menace aussi d'autres ordres, par exemple menace de licenciement, contrainte, ça peut être contrainte physique. Dans le code pénal, on précise qu'il y a la contrainte morale. Et voilà, et surprise, c'est souvent, par exemple, il y a très peu de cas, je crois. Il y a très peu de cas, voilà. C'est très particulier. Voilà, en tout cas, c'est laissé à la libre interprétation des magistrats. Donc, il faut aussi préciser que dans la loi française, l'absence de consentement de la victime est déduite du comportement de l'agresseur. Il faut que l'agresseur ait eu un comportement de contrainte, surprise, menace, voilà. etc. C'est vrai que par rapport au Canada, par exemple, où le consentement est défini positivement, là, en fait, c'est ce que vous dites, on déduit l'absence de consentement du comportement de l'agresseur et ça peut poser des problèmes puisqu'en fait, la contrainte, elle est souvent très invisible. C'est-à-dire que ça peut être une contrainte psychologique du fait que la victime est sidérée ou une contrainte juste due à des rapports de pouvoir inégaux. Donc, en fait, ça pose aussi des problèmes, en fait. Dans l'esprit collectif, à quoi ça ressemble un viol ? Alors, dans l'imaginaire collectif, on s'imagine souvent qu'un viol, c'est dans un parking ou dans une rue, la nuit, et que le viol est commis à l'aide en fait, d'armes ou de violences physiques. C'est-à-dire l'agresseur va avoir un pistolet ou un couteau. Et souvent, on a l'image de cet agresseur qui est soit un fou, soit un marginal. Voilà. Et donc, souvent, il y a cette idée qu'il faut un déploiement de violence physique pour commettre un viol. Alors qu'en fait, qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce que les statistiques et les études nous montrent du viol ? À quoi ça ressemble un viol dans la majorité des cas ? Eh bien, dans la majorité des cas, en fait, la victime connaît son agresseur. D'après l'enquête CSF, 80% des victimes connaissent leur agresseur. Et très souvent, en fait, il n'y a pas besoin de violence physique. La victime, très souvent, ne se débat pas. Elle est sidérée par la peur. Et donc, en fait, les agresseurs n'ont souvent pas besoin d'utiliser de la violence physique. Des contraintes plus subtiles suffisent, en fait. Et oui, il n'y a pas d'armes qui sont utilisées. En fait, dans la plupart des viols, il n'y a pas d'armes utilisées. Oui, en fait, moi, j'ai vu dans une étude qu'il y avait seulement 10 à 11% des viols qui sont commis par des armes. Et encore, je pense que peut-être l'échantillon de l'étude n'est même pas représentatif et c'est peut-être encore moins, en fait. Très souvent, en fait, oui, la victime ne se débat pas, elle est sidérée, donc il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à utiliser une arme, en fait. Et est-ce que la victime est blessée physiquement ? Pareil, je crois que c'est environ 10-11% des victimes qui ont en fait des blessures physiques. Et encore, dans ces 11%, on inclut des blessures qui ne sont pas graves. Ça peut être des bleus, des égratignures. Donc, en fait, il y a très peu de victimes qui présentent des lésions corporelles, en fait.
Même question sur les violeurs. Dans nos mentalités, dans l'imaginaire collectif, à quoi ça ressemble un violeur ? Qui est violeur ? Eh ben voilà, dans l'imaginaire collectif, c'est un fou, ou bien souvent on désigne comme violeurs des catégories défavorisées d'hommes. C'est-à-dire qu'on va dire que c'est seulement les Arabes, les jeunes de banlieue, les migrants. Dans certains cas aussi, on va dire que c'est par exemple, notamment pour les viols pédocriminels, on va souvent dire que, au contraire, que c'est des élites surpuissantes qui ont des réseaux pédophiles. Donc il y a aussi un imaginaire complotiste derrière ça. Mais en général, en tout cas, on dit que c'est toujours les autres, les violeurs. C'est pas des gens qu'on connaît. C'est pas des gens qu'on connaît, c'est pas des gens normaux, c'est pas nos amis, c'est pas nos frères, c'est pas nos parents, enfin nos pères, c'est toujours l'autre en fait. D'accord. De quel milieu social ils sont, ces violeurs, en réalité ? Alors, d'après le collectif féministe contre le viol, qui en fait a une ligne d'écoute des victimes et qui récolte des statistiques à ce sujet, en fait, ils viennent de tous les milieux. Il y a une grande diversité de métiers qui est notée, en fait. Ça peut aller de l'agriculteur au chercheur, en passant par le médecin, en passant par l'ouvrier. Donc, en fait, les violeurs, ce sont des monsieur tout le monde qui appartiennent à toutes les catégories socio-professionnelles. Est-ce que ce sont des malades mentaux ? Non, ce ne sont pas des malades mentaux. D'après une étude européenne, je crois que c'est seulement 7%. Et encore, ce n'est pas les violeurs, c'est ceux qui sont arrêtés et suspectés qui ont une maladie mentale. Et en fait, au contraire, très souvent, quand on regarde le comportement des violeurs, ils ont un comportement extrêmement rationnel. C'est-à-dire qu'ils agissent non pas sous un coup de folie, mais en fait, leurs actes sont très réfléchis. Et c'est prémédité, calculé, pour qu'ils prennent le moins de risques possible. On va en parler, là, on va aborder les raisons pour lesquelles les hommes violent. Mm-hmm. Alors pareil, on a plein d'idées reçues sur pourquoi les hommes violent. On entend souvent parce qu'ils seraient frustrés sexuellement, donc ils violent par frustration sexuelle. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Eh ben oui, c'est vrai que moi j'ai souvent lu que ce sont des pauvres mecs qui, c'est parce qu'ils peuvent pas avoir du sexe normalement, qui violent. En fait, non. Toutes les études sur les agresseurs sexuels montrent au contraire qu'ils ont plus de partenaires sexuels que la moyenne. Pour donner un exemple, une étude des années 90 montre que 89% des hommes incarcérés pour viol avaient, avant leur incarcération, des rapports sexuels réguliers, au moins une ou deux fois par semaine. Donc en fait, c'est pas du tout des hommes qui n'ont pas accès au sexe. Est-ce qu'on a aussi l'idée que le viol, c'est une pulsion ? C'est quelque chose d'incontrôlable. Le violeur viole, ça lui prend comme ça. Voilà, ça lui prend. C'est une pulsion. Il ne peut pas se contrôler ni y résister. Et ben voilà, de nouveau, oui, ça c'est encore un gros mythe. C'est que voilà, il y a des hommes qui sont pris de pulsion, qui peuvent pas résister. C'est incontrôlable, donc c'est pas vraiment leur faute. Alors que, comme je disais tout à l'heure, en fait, au contraire, c'est un acte prémédité, calculé, qui prennent le temps de choisir leur victime, où ils vont violer, etc. C'est pas un acte lié à une pulsion. En fait, c'est vraiment réfléchi. Et si en fait c'était vraiment une pulsion, les violeurs ils violeraient en plein milieu de la rue, en pleine journée, devant tout le monde, si vraiment c'était irrépressible et impossible de se contrôler, ce qui n'arrive jamais. Ils prennent bien soin de ne pas se faire pincer en fait. Pour terminer sur qui sont les violeurs, est-ce qu'on connaît la proportion d'hommes dans la population qui sont des agresseurs sexuels ? Est-ce que ça a été mesuré ? Alors, en France, il n'y a pas eu d'enquête à ce sujet. Aux États-Unis, il y a eu quand même plusieurs enquêtes, alors qui ont, leurs limites, puisque c'est souvent sur des échantillons d'étudiants, mais pas que. Donc, en fait, ce que j'ai vu, moi, dans la littérature, c'est que, donc, en fonction de la méthodologie, des échantillons, il y a une certaine variabilité, mais voilà, c'est les chiffres qu'on a. C'est que 5 à 13% des hommes interrogés ont commis un viol, c'est-à-dire un viol avec violence physique ou bien violer une personne inconsciente. Il y en a entre 6 et 27% qui ont commis ce que les chercheurs appellent la coercition sexuelle, c'est-à-dire qu'ils ont insisté ou ils ont fait du chantage, ils ont imposé une pénétration sexuelle, mais à l'aide de méthodes moins violentes en fait que la violence physique. Et il y en a entre 10 et 20% qui ont commis une agression sexuelle. Donc en tout, il y aurait entre 25 et 43% qui auraient commis soit un viol, soit une agression sexuelle, soit une forme de coercition sexuelle en fait. Maintenant qu'on a dégagé tous les mythes sur le viol, donc que ça n'est pas dû à une pulsion incontrôlable, que ça n'est pas dû à une maladie mentale, ni à une frustration sexuelle, et que ce n'est pas une catégorie d'hommes complètement à part que nous ne connaissons pas, on va s'intéresser à qu'est-ce que c'est que le viol, qu'est-ce qui pousse les hommes à violer, qu'est-ce qui favorise le passage à l'acte. Qu'est-ce qu'on sait des raisons qui poussent les hommes à violer ? Est-ce que ça a été étudié ? Si oui, comment ?
Oui, ça a été étudié. Il y a pas mal d'études en psychologie sociale qui ont essayé de mesurer en fait, qu'est-ce qui caractérise en fait les hommes agressifs sexuellement. Alors déjà, pour mesurer si un homme est agressif sexuellement, il y a 2 méthodes. Soit en fait on leur demande en gros, est-ce que vous avez déjà commis une pénétration par la force, ou est-ce que vous avez déjà commis une pénétration non désirée, en insistant lourdement, etc. Donc il y a des hommes qui cochent et qui disent, même si le mot viol est jamais utilisé, mais en gros qui parce rentrent qu'en dans fait, les études sur le viol, pardon, je vous coupe, mais ça m'a frappé ça dans ce que vous racontez. En fait, les études sur le viol, on ne dit jamais viol. Oui, on évite le terme viol, que ce soit pour les études de victimisation ou les études sur les agresseurs, parce qu'en fait, c'est un terme très connoté. Donc, on ne dit pas « est-ce que vous avez violé ?» On dit, en tout cas dans les études américaines, il y a un questionnaire qui s'appelle Sexual Experiment Survey et qui pose en fait les questions de manière très factuelle. Est-ce que vous avez fait ça comme ceci en fait ? Est-ce que vous avez commis une pénétration en usant de la force ? Est-ce que vous avez commis une pénétration sur une personne inconsciente, alcoolisée ? Pénétration anale, pénétration orale, pénétration vaginale, etc. Donc c'est très factuel en fait, parce que le terme viol, effectivement, comme c'est un terme très connoté où il y a un imaginaire collectif qui l'entoure, en fait, pour être plus précis, on utilise vraiment... on emploie on est très factuel en fait. D'accord. On demande aux hommes, est-ce que vous avez fait telle ou telle chose ? Alors, qu'est-ce qu'on sait de ce qui favorise le passage à l'acte ? Qu'est-ce qui pousse un homme à violer ? Alors déjà, en fait, les hommes qui violent ou qui ont une tendance à violer, c'est-à-dire qui déclarent qu'ils violeraient s'ils en avaient la possibilité, ce sont généralement des hommes qui sont plus sexistes. Sur les 2 mesures, il y a le sexisme hostile, et le sexisme dit bienveillant. Le sexisme hostile, ça va être, les femmes, elles sont bêtes, les femmes, elles savent rien faire, vraiment du mépris explicite pour les femmes. Tandis que le sexisme bienveillant, ça va être, les femmes sont des princesses, un sexisme qui peut, a priori, paraître gentil, mais qui en fait essentialise les femmes et dit que les femmes ont certains rôles dans la société, où les femmes sont une mère, qui glorifie la mère, par exemple, certaines figures de la féminité. Et en fait, les hommes qui violent davantage, ou qui disent qu'ils violeraient dans certaines situations, sont davantage sexistes. Aussi, donc ça, j'en ai pas trop parlé dans le livre, mais il y a aussi des études qui montrent s'ils sont très attachés à la masculinité, très attachés à l'idée de ce qu'est un homme. Un vrai homme ne pleure pas, un vrai homme doit dominer, un vrai homme est fort. Pareil, ça aussi, ils ont une idée assez arrêtée sur ce qu'est un homme et sont donc assez attachés à la domination masculine. Ils adhèrent aussi davantage à ce qu'on appelle les mythes sur le viol. C'est des idées reçues qui permettent de justifier les agressions sexuelles, du genre les femmes aiment bien être forcées, les hommes ont des pulsions sexuelles. Je crois que c'est 20% en France. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Il y a 20% des personnes qui pensent. Alors, effectivement, il y a une étude qui a été, une enquête qui a été faite en France là-dessus. Et en fait, ça dépend des mythes. Alors, par exemple, je vois 21% effectivement des Français pensent qu'une femme peut prendre du plaisir à être forcée, ce qui est quand même énorme. 60% pensent qu'il est plus difficile pour un homme de maîtriser son désir sexuel que pour une femme. Donc, effectivement, en France, les mythes sur le viol, ça dépend lesquels, sont quand même prévalents et fréquents. Et donc, les hommes qui sont sexuellement agressifs adhèrent plus à ces idées, en fait. Voilà, et aussi font davantage le lien entre sexualité et domination. Ça, on va en parler après parce que c'est vraiment un aspect très, très frappant dans votre livre et que je trouve vraiment intéressant. J'aimerais qu'on parle de ce qui se passe après le viol. Est-ce que les agresseurs sont punis ? Est-ce que les violeurs sont punis ? Non, en fait. Pour l'immense majorité, non. Moi, j'estime... Alors, il n'y a pas de chiffre officiel, c'est des estimations, mais en gros, j'estime qu'il y a environ 2% des violeurs qui sont condamnés. Et encore, dans ces 2%, il y a 50% de correctionnalisation, c'est-à-dire qu'en fait, 1% sont condamnés devant une cour d'assises pour le viol comme crime, et 1% vont être condamnés en fait pour agression sexuelle, donc pour une infraction qui est moins sévèrement punie. Donc oui, les violeurs sont très peu punis en France. En fait, il n'y a pas beaucoup de risques à violer une femme. Il n'y a pas beaucoup de risques et effectivement, il n'y a pas beaucoup de risques. Et oui, il y a très peu de risques à violer une femme, en fait. Et encore, je donne un exemple récent, mais en fait, encore récemment, j'ai vu un mec sur Internet, sur Facebook, raconter qui disait que, par exemple, faire une pénétration
digital, pénétrer une femme avec son doigt dans l'anus, en fait, c'était pas un viol. Et quand j'ai vu des gens lui rappeler que si, c'est un viol selon la définition de la loi, selon la loi, il a dit oui, ok, selon la loi, mais en fait, dans les faits, aucun homme va jamais être condamné pour ça, notamment un conjoint, s'il fait ça à sa femme, il va jamais être condamné devant une cour d'assises, donc c'est pas un viol. Donc ça prouve quand même... il a pas... En fait... Il a pas tout à fait tort, mais en fait, c'est très effrayant parce que ce type, justement, se vantait de pouvoir faire ce qu'il veut à ses partenaires, etc. Et donc, quelque part, ça prouve qu'une faible condamnation des violeurs, dans certains cas, en fait, conforte les violeurs. Donc, ils se disent, c'est pas condamné par la loi, donc c'est pas mal, donc j'ai le droit, en fait. Est-ce que vous pensez qu'il y a des hommes qui n'ont pas conscience d'avoir violé? Est-ce que vous pensez que tous ceux qui ont violé savent qu'ils ont violé? Ça, c'est une question difficile, en fait. Je pense que... Comment dire ? Je pense que, en fait, les hommes ont à l'esprit... les hommes et les femmes aussi ont une idée bien précise de ce qu'est un viol. Pour eux, un viol, c'est par un inconnu, c'est avec un couteau, c'est avec... On a entendu Michel Onfray il n'y a pas longtemps dire ça. C'était une citation incroyable de Michel Onfray qui disait « mais c'est pas l'idée que je me fais d'un vrai viol ». Voilà, ouais. Exactement. En parlant de l'affaire Darmanin, donc Darmanin, il est accusé d'avoir... pour moi, violer des femmes après la plainte pour viol a été classée sans suite. Il est accusé en fait d'avoir usé de son influence pour contraindre des femmes à des rapports sexuels non désirés et non voulus. Donc en fait, effectivement, c'est ce qu'il a dit. Michel Onfray, il a dit pour moi, c'est pas un viol ça, parce que c'est une insulte pour les femmes qui ont vraiment été violées. Voilà. Toujours ce mythe du vrai viol. Toujours ce mythe du vrai viol. Et en fait, ça serait nous, les féministes, qui insulteraient les victimes de viol quand on dit qu'il y a pas que la violence physique, effectivement. Et du coup, je pense que certains hommes, je pense qu'il y a tous les violeurs savent qu'ils ont contraint une femme en fait à un rapport sexuel non désiré. Ils savent qu'elle ne voulait pas vraiment. Je pense, quand on nous dit que le viol est dû parfois à une mauvaise communication, à un malentendu, j'y crois pas trop. Je veux dire, les malentendus, ça arrive, mais je pense que c'est vraiment minoritaire et qu'en fait, au contraire, les violeurs, ils ont des stratégies pour contraindre une femme, mais dans leur esprit, en fait, c'est pas un viol, c'est pas grave, c'est l'animalité. Donc pour eux, ils n'ont pas violé. Ils savent que elle voulait pas vraiment. Ils savent qu'ils l'ont un peu manipulée. Ils savent que elle voulait pas. Mais pour eux, c'est pas un viol et c'est pas grave. Ils sont en droit de faire ça en fait. Comment est-ce qu'ils s'arrangent avec leur conscience ? Justement, avec ces mythes sur le viol, ils se disent c'est qu'un doigt, ça va. Je l'ai pas non plus. Je lui ai pas mis le couteau sous la gorge non plus. Je sais pas. Puis aussi elle m'a allumé. Qu'est-ce qu'elle croit puis je lui ai offert un beau restaurant. Ça va. Si après j'ai un peu insisté, c'est pas très grave. Donc en fait, ils s'arrangent avec ces idées reçues. Ils se disent que du moment que le viol qu'ils ont commis n'entre pas dans la catégorie du vrai viol, ça va, c'est pas grave, c'est pas mal. Ils avaient le droit. Il y a un paquet d'hommes agresseurs, il y a un paquet d'hommes violeurs, on en connaît tous et quasiment certains. Donc ça veut dire que peut-être qu'on a un ami, un cousin, un frère, un pote qui a violé. Mais on n'en parle pas et c'est vraiment un sujet tabou, c'est vraiment un déni. Vous écrivez, page 62, il y a un décalage incongru entre la nature de ces violences sexuelles et la banalité de ceux qui les commettent. Comment croire que ce gentil voisin ait pu violer sa nièce ? Comment imaginer que le prêtre de la paroisse ait pu sexuellement agresser des enfants ? Cela remet brutalement en question une représentation du monde selon laquelle ces violences sont le fait des autres. Des hommes particulièrement sauvages et violents, et avec lesquels nous n'avons absolument rien à voir. Le voyou de banlieue, le prolo incestueux, le psychopathe, le pervers, les élites décadentes, etc. Il y a 2 grands thèmes que j'aimerais encore aborder avec vous, c'est les liens entre le pouvoir et la sexualité, et les liens entre la violence et la sexualité. Est-ce que les hommes violent par désir sexuel ou par désir de dominer ? Donc en fait, il y a une étude qui montre que c'est plutôt le désir de dominer. Donc là, c'est dans un contexte où c'est en fait un rendez-vous amoureux. Et en fait, on fait lire à des hommes un scénario, on leur dit, vous avez passé la soirée avec une femme qui vous plaît, vous avez flirté, elle vous a un peu allumé, mais au moment où il faut passer à l'acte, elle dit non. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Donc là, les hommes disent, avec quelle probabilité ils forceraient la femme ou pas ? Et en fait, on leur demande aussi, à votre avis, à quel point vous seriez excité et à quel point, en fait, ça vous satisferait d'obtenir ce que vous voulez si vous la violez, en fait. Et en fait, on voit que les hommes,
qui disent qu'ils violeraient cette femme, en fait, ce qui les motive le plus, c'est pas le désir sexuel, mais c'est en fait la volonté d'obtenir ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'après un rendez-vous amoureux, beaucoup d'hommes se disent si elle m'a tourné autour, si on s'est séduit, elle m'a allumé, maintenant elle me doit du sexe. Et en fait, il y a la frustration de pas obtenir ce qu'ils veulent. Et dans ce contexte-là, en tout cas, on voit que c'est vraiment le désir de dominer. Après, je pense qu'il faut parfois aussi un peu nuancer, parce que alors je pense que dans certains cas, il y a moins ce désir de dominer, notamment pour les violeurs d'enfants. Quand on voit notamment les études d'anthropologie sur les hommes qui commettent des violences incestueuses, en fait, je pense pas qu'en violant leurs enfants, ils veulent forcément... ils se disent, je prends le pouvoir, parce que c'est qu'un enfant, en fait. De toute façon, ils ont un pouvoir sur les enfants, les adultes, mais plutôt, ils ont un désir sexuel et ils prennent ce qu'ils ont sous la main et c'est facile d'avoir un enfant. Donc là, on peut dire, ok, c'est le désir sexuel qui prédit plus, mais c'est quand même en lien avec la domination, parce que si ces hommes respectaient les enfants, se disaient c'est des personnes, etc., ils se diraient ok, j'ai un désir sexuel, mais je l'impose pas à une personne sans défense. Donc il y a quand même aussi toujours un lien avec le pouvoir, avec la domination. Voilà, c'est-à-dire que quelque part, toutes les personnes les femmes aussi ont des désirs sexuels. Tous les hommes qui ont des désirs sexuels ne violent pas. Donc ça ne peut pas être que le désir sexuel qui explique le viol. En fait, il y a toujours soit il y a une volonté d'humilier, de remettre à sa place, qu'on retrouve plus pour les viols des femmes adultes, soit on considère que l'autre c'est rien, on peut l'utiliser comme un objet, comme un défouloir. Donc quelque part c'est aussi un lien avec, il y a toujours un lien avec la domination. Le désir sexuel seul n'explique pas tout. Vous citez aussi une étude qui fait le lien entre l'exercice du pouvoir et l'excitation sexuelle. Qui dit que il y a des hommes qui sont excités sexuellement par le pouvoir. C'est une étude lexicale. Oui, c'est ça. En fait, pareil, donc ça c'est une étude qui regarde en fait, qui cherche à voir s'il y a des différences entre les hommes qui déclarent qu'ils violeraient ou non, les hommes qui sont potentiellement agressifs sexuellement et les autres. Et en fait, avec une étude lexicale, il a été montré qu'en fait, les hommes qui ont des tendances à l'agression sexuelle, en fait, font un lien automatique entre le sexe et le pouvoir. Avec une étude lexicale, on peut montrer qu'ils font un lien automatique avec le sexe et que ça c'est moins présent chez les hommes qui ne sont pas agressifs sexuellement, ouais. Est-ce que le viol, c'est de la sexualité ou de la violence ? Il y a ce slogan féministe qu'on a vu pas mal tourner qui dit si tu te prends un coup de pelle, t'appelles pas ça du jardinage. Mais en même temps, il y a des théoriciennes féministes qui ont montré qu'il y a bien une continuité entre la sexualité, l'hétérosexualité normale et les violences sexuelles, qui disent qu'il n'y a pas d'un côté la sexualité, de l'autre la violence. Vous en pensez quoi ? Je pense que effectivement, le viol, c'est à la fois de la violence et de la sexualité, en fait. Et qu'on ne peut pas dire que le viol est complètement séparé de la sexualité. En fait, le slogan, le coup de pelle, ça c'est un slogan plus récent, mais le slogan plus ancien qui date des années 70, le viol c'est de la violence et pas de la sexualité, c'est à mettre dans un certain contexte où pendant longtemps, et d'ailleurs encore aujourd'hui, on considérait que le viol c'est seulement du sexe, rien que du sexe et rien d'autre que ça. C'est juste, il faut pas en faire toute une histoire. Hein. Alors que le viol c'est aussi de la violence en fait. C'est les deux. C'est de la violence sous une forme sexualisée. Et vous disiez, pardon, je vous coupe, mais vous disiez que vous rappeliez que par exemple pour beaucoup de médecins, une sexualité violente, c'était juste la sexualité normale, que les femmes aimaient ça et que c'était conseillé en fait d'être violent sexuellement. Effectivement, en fait, durant tout le XXe siècle, il y a des sexologues, dont Havelock Ellis, qui est le père fondateur de la sexologie. Enfin, au cours du XXe siècle, il y a eu tout un tas de bouquins qui sont sortis pour expliquer aux jeunes mariés comment avoir une bonne vie maritale et sexuelle. Et dans ces bouquins, notamment Havelock Ellis raconte en détail comment en fait la sexualité elle doit être violente. En fait, qui explique que c'est normal et même qu'il faut que ce soit violent, que sinon sans violence c'est pas de la vraie sexualité. Et il donne tout un tas d'exemples et il dit la violence, la domination masculine, en fait en gros c'est le cœur de la sexualité et que en fait il n'est pas envisageable d'avoir une sexualité sans violence en fait. Et je pense que la sexualité, encore maintenant, même si évidemment il y a des remises en question, les féministes réfléchissent à des alternatives, mais encore maintenant, la sexualité est encore très fortement associée à la violence. On dit que c'est animal, que ça doit être brutal. Enfin, il y a cette idée-là qu'une sexualité sans domination ou sans violence, c'est une sexualité nulle, vanille, plan-plan, qu'on s'ennuie, alors que, pas forcément. Et je pense que ça reste très
très stéréotypé en fait. Ouais, on n'a pas le temps là d'en parler, mais j'encourage auditeurs, auditrices à aller voir sur votre site internet l'incroyable travail que vous avez fait sur la coercition graduelle au cours des interactions sexuelles. Alors c'est un titre qui paraît un peu compliqué, mais le sujet l'est pas du tout, et surtout c'est une réalité qui a jamais été décrite avant que vous ne le fassiez, je crois. Donc vraiment, il faut aller voir ce travail-là. Pour terminer, j'aimerais quand même qu'on dise un mot de ce que peuvent faire les hommes. Que peuvent faire les hommes pour lutter contre le viol ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux hommes ? Qu'est-ce que vous dites aux hommes de vos entourages ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux hommes ? Qu'est-ce que vous dites aux hommes de votre entourage ? Faites votre autocritique, votre introspection. Demandez-vous si vous avez violé une femme. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Ouais, déjà, j'ai envie de dire tout simplement, ne violez pas. Bon, ça paraît basique, et je sais pas, je pense que... Je ne sais pas s'ils vont m'écouter, mais bon, voilà, c'est ce que j'ai envie de leur dire, quoi. Effectivement, réfléchir de manière plus large, faire son introspection, réfléchir à qu'est-ce qui nous... Enfin, et les femmes aussi peuvent le faire, mais réfléchir à est-ce que j'envisage pas la sexualité sous le mode de la domination ? Est-ce que c'est pas cette culture patriarcale qui m'a mis ça en tête, que la sexualité c'est de la violence ? Donc oui, réfléchir à nos à ces désirs en tant qu'hommes, nos désirs. Est-ce que nos désirs ils ne se basent pas sur la domination masculine ? Donc introspection, réflexion. Tenir compte, quand on est avec un partenaire ou une partenaire, tenir compte de ses désirs, de ses besoins, ne pas voir la sexualité sous un mode égoïste et unilatéral. La sexualité, quand on est deux, ça se fait à deux. Donc il faut que ce soit un moment de partage et de plaisir. Et je dirais aussi que, pour ça vaut aussi pour les femmes, si vous connaissez des victimes, soyez de leur côté. Voilà. Ouais, et pas du côté de l'agresseur. Et il y a des conflits de loyauté qui peuvent naître, et je pense, en vrai, dans la réalité, ça peut être assez compliqué quand c'est un ami à nous, quand c'est un frère. Je pense qu'en vrai, ça peut être très difficile, et que c'est aussi ça, la culture du viol, c'est que comme les agresseurs et les violeurs, ce sont des gens qu'on aime souvent, qu'on connaît, qu'on peut aimer, ça peut être très compliqué, mais au moins réfléchir à ces conflits de loyauté et voir si on peut pas... voilà. Vivre un truc complexe, par exemple, j'aime cette personne et je sais qui l'a violée. Ouais, par exemple. J'ai pas forcément... je pense que ça peut être très très compliqué dans les faits, mais quand même, si vraiment on veut lutter contre la culture du viol, il faut se mettre du côté des victimes. Il faut en tout cas essayer. Pour terminer, Noémie Renard, quelle est l'œuvre artistique que vous aimeriez recommander ? Alors, en rapport avec la masculinité, je conseille une belle chanson des années 60 qui s'appelle « Crying » de Roy Orbison. Que c'est une chanson où, en gros, le chanteur explique qu'il pleure en voyant un ancien amour. Et en fait, il l'a écrite en réaction à des normes masculines qui disaient qu'un homme ne pouvait pas pleurer. Donc, je trouve que c'est assez intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je recommande votre site antisexisme.net et donc en particulier votre travail sur la coercition graduelle au cours des interactions sexuelles. C'était le 18e épisode des Couilles sur la table, le podcast consacré aux réflexions sur les hommes et les masculinités, produit par Binge Audio. On a cité beaucoup de chiffres et de statistiques. Je ne vais pas toutes les mettre sur le site internet, mais vous pouvez toutes les retrouver sur le site antisexisme.net. Et dans votre livre « En finir avec la culture du viol », c'est un petit ouvrage qui coûte 12 €, qui est vraiment super bien fait, publié aux éditions Les Petits Matins. Vous pouvez nous liker sur Facebook, nous suivre sur Twitter et SoundCloud, nous écouter sur vos ordinateurs et vos téléphones, laisser des commentaires un peu partout et m'écrire à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio. Pardon, j'ai pris beaucoup de retard dans le courrier, mais vos mots, encouragements, suggestions de sujets, critiques, remarques me sont vraiment très précieux et j'y réponds toujours, même si c'est un peu trop tard. Si cet épisode vous a fait réfléchir, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à faire des dons aux associations qui luttent contre le viol. Merci, ciao. Binge.